Bonjour à vous, mes très chers amis, ravi de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne qui se consacre presque exclusivement au foot féminin. Je le dis à plusieurs reprises, mais c'est vrai que parfois, quand le foot masculin, l'actualité en tout cas du foot masculin l'exigera, on laissera une petite place donc pour commenter ce qui se passe du côté des garçons, mais ça sera vraiment quand l'actualité vraiment sera chaude, brûlante. Là, on va vraiment parler du foot féminin. On va décrypter le match de Ligue des Nations entre la France et l'Islande. Donc la France qui recevait donc pour cette deuxième journée l'Islande après avoir gagné, moi je trouve plutôt brillamment son premier match contre la Norvège. Donc une deuxième équipe nordique que la France reçoit. Et eh ben, on peut dire vraiment que le groupe vit bien, même très bien. Alors c'est vrai que c'est un cliché de dire ça, mais il semblerait qu'il y ait la mayonnaise qui prenne au sein de ce collectif, et c'est prometteur pour la suite. Alors on va savoir raison garder, parce qu'on ne va pas s'enflammer au bout de deux matchs, mais c'est vrai que de ce que j'ai vu sur ces deux matchs, c'est intéressant et ça me donne envie presque d'y croire. On va revenir donc sur tous ces éléments concernant le match contre l'Islande, bien évidemment. Donc le match se déroulait au stade du Mans et donc à Marvin, hein. Je me souviens d'un temps où c'était le stade Léon Bollé qui était le stade de la ville du Mans. Maintenant c'est le stade Marie-Marvin, donc un stade un peu plus, on va dire, configuré pour la ville du Mans. À l'époque où Le Mans jouait les troubles fêtes en Ligue 1, je me souviens que le président, donc, au travers de ce stade Léon Bollé, qui était un stade avant-gardiste, avait indiqué que le stade allait ancrer le club tout en haut de l'échelle de la Ligue 1 et pourquoi pas les propulser vers les Coupes d'Europe. On s'est rendu compte après que le président avait des yeux plus gros que le ventre et a plutôt précipité son club dans les affres des divisions inférieures, puisque le club maintenant est en national, me semble-t-il. Donc ça me rappelle un petit peu quelque part la fable du bœuf et de la grenouille, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc parfois il faut... Mais c'est un peu l'effet qu'a le football sur les personnes. Et parfois des personnes qui ont réussi professionnellement, qui savent normalement garder la tête froide et qui prennent des décisions tous les jours très importantes. Mais là, on a l'impression vraiment que le football et la réunion qui s'est tenue entre les présidents au travers du Zoom qui a été médiatisé le montre bien. Le foot fait perdre la tête, y compris à des personnes voilà, qui ont des responsabilités, qui ont des postes super importants, qui nécessitent d'avoir la tête froide, nécessitent d'avoir une certaine distance. Ben non, c'est le cœur qui parle plus que la tête. Voilà, voilà un petit peu l'effet du football. Bon, je m'égare un peu, je reviens sur le foot. Donc là, oui, vous voyez, hein, je tiens le micro aussi parce que j'ai des amis qui se sont abonnés à ma chaîne. Je remercie d'ailleurs mes amis postiers de Dijon qui se sont abonnés à ma chaîne et qui m'ont fait remarquer que sur la dernière vidéo, on m'entendait très mal ou en tout cas le son était de très mauvaise qualité. Donc je décide de tenir ce micro dans la main un peu à la manière d'un animateur télé. Voilà, pour que le son soit le plus limpide possible et que vous m'entendiez bien. Donc on va faire comme d'habitude donc sur ce match, hein, on va parler des schémas tactiques, c'est super important, les enjeux, le déroulé du match et puis à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin, j'attribuerai les notes pour les joueuses, notamment les joueuses françaises, et puis on essaiera de ressortir une ou deux joueuses de l'équipe adverse. Allez, maintenant on va parler donc des schémas tactiques. On va commencer par le pays hôte, donc la France. Et là, je dis bravo, 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 Laurent Bonadei, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. J'ai trouvé que le 4-3-3 qu'il avait mis contre la Norvège, oui, la Norvège, était le 4-3-3 qui ressemblait déjà à mon 4-3-3 idéal.
type. Il se rapprochait vraiment de ce 4-3-3 idéal. Et j'avais insisté sur le fait que Laurent Bonadei devait persévérer non seulement avec le schéma tactique en 4-3-3, comme il a fait là donc avec l'Islande, mais pratiquement avec les mêmes joueuses. Il faut que les joueuses, donc ce noyau de 11 à 14 joueuses que j'appelle de mes voeux, qui doit donc constituer la, la force des Bleus pour aller chercher quelque chose à l'Euro, il faut que ce noyau, ces joueuses, enchaînent les matchs et si possible enchaînent les victoires. Parce qu'en enchaînant les victoires, on va gagner en confiance et devenir une équipe de plus en plus sûre d'elle et qui peut trouver des solutions pour contrecarrer les obstacles que peuvent mettre les adversaires sur sa route. Et ça se fait avec une culture de la gagne, une vie commune de ces joueuses sur le terrain qui leur permettent vraiment de se construire, de développer une intelligence collective qui va les renforcer et leur permettre vraiment d'être redoutables. Donc bravo encore une fois Laurent Bonadei d'enchaîner comme ça sur ces deux matchs donc ce 4-3-3 avec pratiquement les mêmes joueuses, hein, pour ainsi dire, puisque là, simplement Wendy Renard a remplacé Mbok derrière, et puis Samoura a remplacé aussi donc Elisa de Almeida. Sinon, et puis Katoto qui démarre le match. Sinon, on a pratiquement le 11 identique de celui qui avait démarré contre la Norvège. Bravo, bravo, bravo. Et ça montre, au travers de ces deux matchs qui sont très importants contre des nations dans les 15 meilleures nations mondiales, et je pense que on verra en avril pour le troisième match de Ligue des Nations, je pense et j'espère de tous mes voeux qu'il repartira avec pratiquement le même 11 à une ou deux joueuses près. Ça serait vraiment super et là, il serait vraiment sur le bon chemin qui doit nous emmener vers les sommets à l'Euro qui se déroulera tout début du mois de juillet. Enfin, ça démarrera au début du mois de juillet jusqu'au 20-25 juillet. Je ne sais plus trop les dates, mais ça sera en juillet. Donc c'est parfait. Donc le 4-3-3 mis en place donc par Laurent Bonelli. Et en face, donc l'Islande qui partait aussi sur un 4-3-3. On peut dire que les équipes nordiques ont à peu près la même façon de jouer. Quand je parle des équipes nordiques, je pense à la Norvège qu'on a affrontée là, dernièrement. Je pense à l'Islande. Et puis, je pense aussi à la Suède, mais on peut rajouter aussi le Danemark, des équipes qui jouent en général en 4-3-3 avec beaucoup de densité dans l'axe, et puis qui généralement privilégie les contre-attaques, et puis les phases de jeu arrêtées, corner, coup franc, ce genre de choses. C'est là où ces équipes nordiques sont redoutables dans cette façon de faire, sur ces phases de jeu-là. Donc ce qu'on peut remarquer aussi sur ce 11 de départ, après les joueuses, c'est vraiment un bloc homogène, hein. Pour ressortir une joueuse, on peut ressortir quand même Jones Dottir, donc l'attaquante de Wolfsburg, qui est un peu la plus-value dans cette équipe. Une joueuse qui, comment dire, qui ne ressemble pas aux autres, si je puis dire. Dans le sens où c'est plutôt une joueuse qui va provoquer, qui aime provoquer son vis-à-vis, déstabiliser les défenses adverses, provoquer des déséquilibres. C'est pas une joueuse qui va jouer sur le physique, absolument. C'est une joueuse qui peut être physique, hein, c'est une grande, une joueuse grande par la taille, assez puissante, mais qui est plutôt technique, qui me fait penser un peu à Caroline Graham Hansen, sauf qu'elle, elle occupe un poste d'attaquante, donc elle est peut-être un peu moins provocante que Caroline Graham Hansen, mais elle aime ça, quoi. Elle aime vraiment
cette façon de jouer là. Alors que le reste de son équipe, c'est plutôt des joueuses physiques qui sont pas très techniques, quoique au niveau collectif, pour ressortir le ballon, il faut savoir manier et toucher la balle, ce qu'elles ont réussi à faire parfois dans le match. Et donc Jones Dottir devant, et puis Vigos Dottir, on va dire, la capitaine de l'équipe du Bayern, qui va retrouver pas mal de joueuses françaises en quart de finale, puisque le Bayern jouera l'Olympique lyonnais. Donc Vigos Dottir, qui était donc aussi la capitaine de la sélection islandaise dans cette défense nordique. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les schémas tactiques. Bon, parlons maintenant des enjeux sur ce match. Les enjeux sont multiples entre le 14e, donc l'Islande au rang FIFA, et le 11e, la France. Des enjeux qui sont visibles et puis d'autres qui sont un peu plus invisibles. Des enjeux qui sont brûlants et puis d'autres qui sont un peu plus tièdes. Les enjeux donc visibles et brûlants, c'est la deuxième journée donc, de cette Ligue des Nations. Donc pour les deux équipes, c'est nécessaire de gagner pour bien se placer et envisager de participer aux phases finales de la Ligue des Nations, qui auront lieu donc au mois d'octobre. Après, sur les enjeux, donc, on va dire invisibles et un peu plus tièdes, c'est que ces deux équipes sont qualifiées pour l'Euro. Donc ce match permet aussi de marquer des points vis-à-vis d'un éventuel concurrent, quelqu'un qu'on pourrait rencontrer sur la route à l'Euro, pourquoi pas, et d'avoir une ascendance, on va dire, psychologique sur son adversaire au travers de ce match. Et pour celui qui gagne donc le match, de marquer des points psychologiquement vis-à-vis de son adversaire. Voilà donc les enjeux qu'on peut dire sur ce match. Sur une, sur une pelouse allez, abîmée, mais praticable, on peut quand même louer la prestation des deux équipes qui a vraiment proposé un match de très haut niveau. Je sais que ce soir-là, il y avait de la concurrence avec le match de Coupe d'Espagne entre le Barça et l'Atlético de Madrid. Effectivement, où il y a eu énormément de buts, c'était un match fou fou fou. On peut dire que ce match, pour moi, côtoie aussi les sommets en termes de sensations, en termes d'émotions. Moi, je me suis régalé à voir le match, et pour ça, je suis très content après de faire le débrief, même si j'ai pris un peu de temps, hein, mais ça, c'est autre chose. J'avais des activités annexes, je ne pouvais pas malheureusement vous servir, donc c'est le débrief tout chaud. Mais parfois, les plats sont meilleurs hein, quand ils sont un peu plus froids. Donc j'espère que vous allez vous régaler aussi au travers de mes commentaires, de mes analyses. Mais voilà, c'est vrai que Sakina Karchaoui donc, avait donné le ton d'entrée de jeu dans ce match avec une frappe au 20 mètres. On a vu une équipe de France un peu comme contre la Norvège, hein, on peut pratiquement faire un copier-coller. Les joueuses françaises ont joué très haut, ont pressé très haut, ont mis de l'intensité, c'est ce qu'il faut, hein, c'est les ingrédients nécessaires pour essayer d'avoir la main mise sur le ballon, sur le match. Donc c'est ce qui s'est passé. Et puis on avait en face, donc comme je l'ai dit, une équipe d'Islande très compacte, très resserrée dans l'axe, donc il y avait forcément un peu plus d'espace sur les côtés, et qui jouait en contre-attaque ses transitions quand elle avait le ballon. Et d'ailleurs, qui a été dangereuse hein, dès la 10e minute, qui aurait pu marquer un but via Jones Dottir, donc qui avait fait un travail super important donc sur le front de l'attaque. Euh, alors, je parlerai aussi, mais vraiment très rapidement, de l'arbitrage. Il faudra que je fasse une vidéo sur la nomination des arbitres dans le foot féminin, mais il faudrait réformer ça. Moi, je ne comprends pas que des arbitres roumaines, croates. Euh, j'ai rien contre ces arbitres-là. C'est simplement que au quotidien, elles arbitrent dans des championnats qui sont vraiment très très mineurs, loin du très haut niveau, et que d'un coup, on les met à arbitrer des matchs de très très haut niveau. Et là, souvent, on a affaire à des décisions incompréhensibles,
où les arbitres de touche vont siffler des hors-jeux imaginaires, où l'arbitre central va siffler des fautes là où il n'y en a pas, ou ne va pas siffler des fautes qui sont flagrantes. Là, par exemple, sur la contre-attaque, il y a quand même une grosse faute d'une Islandaise sur une Française qui n'a pas du tout été sifflée. Et derrière, on aurait pu se faire punir. Et le match, la configuration du match aurait pu être différent. Voilà, je referme la parenthèse. Tout ça pour dire que dans cette mi-temps, la France vraiment a fait ce qu'il fallait, a mis les ingrédients qu'il fallait. On peut dire quand même que Samoura a vraiment eu des difficultés. On voit qu'elle est en formation dans cette équipe tricolore, qu'elle apprend le haut niveau. Donc ça sera bien pour le futur. Mais c'est vrai que sur ce match-là, elle a eu d'énormes difficultés, comme Maëlle Lacrar avait eu des difficultés sur le match précédent. On peut même dire que Maëlle Lacrar, ainsi que Samoura, et je vais même mettre la gardienne Pauline Perromanien, mais ça c'est vraiment une énigme pour moi. Les trois joueuses ont été vraiment très nerveuses sur l'ensemble du match. Mais en dehors de ça, j'ai vraiment encore une fois apprécié le milieu de terrain, le travail de Toletti, le travail de Karchaoui, même si on l'a vu, enfin elle a été moins en vue que sur le match contre la Norvège. Grace Guillaureau, qui est une joueuse de classe mondiale, je le dis, je le redis, mais c'est vrai que c'est une joueuse qui fait énormément de bien en milieu de terrain. Donc moi j'apprécie vraiment cette connexion qu'il y a entre ces trois joueuses, une connexion parfois très haut débit, notamment sur le but qui est intervenu donc à presque la demi-heure de jeu, autour de la 27e, 28e minute, par l'inévitable Marie-Antoinette Katoto, avec, c'est une action vraiment incroyable, avec des passes, des appuis, talonnades, remises, décalages, voilà, il y avait tout, un café, l'addition, et donc ça fait... non, c'était sur le deuxième but, excusez-moi. Ouais, ouais. Euh, oui, je regardais sur le déroulé du match, excusez-moi. Euh, oui, oui, voilà, c'est ça. En fait, le premier but, pareil, c'est Guillaureau avec une action incroyable, une roulette dans la surface, un tir qui a été repris après par Kadi Diani, donc qui marque le premier but. Mais le deuxième but est aussi incroyable. Encore une fois, au niveau collectif, c'était incroyable. Donc le deuxième but, donc qui arrive à la 30, 27e minute, j'y arrive, et ça permet à Marie-Antoinette Katoto, alors j'avais des stats aussi que j'avais notées, bon, Marie-Antoinette Katoto, 37e but, donc en 49 sélections, donc le ratio est incroyable, et alors, pour atteindre les 30 buts, figurez-vous qu'elle n'a eu besoin que de 33 matchs. Donc à ce niveau-là, au niveau des temps de passage, elle est largement, j'y arrive, donc en tête, devant Marinette Pichon, donc la légendaire Marinette, qui a eu besoin de 40 rencontres pour marquer 30 buts, et de Marie-Laure Dely aussi, l'ancienne attaquante de Montpellier, qui a eu besoin de 41 rencontres pour marquer 30 buts. Donc là, elle est vraiment sur des temps de passage incroyables. Et bon, il faut du chemin aussi pour atteindre maintenant le niveau de LS qui a marqué son 80, enfin qui est à 94 buts donc en sélection. Donc a eu besoin quand même de 200, de 199 matchs pour être à 94 buts. On y reviendra hein, sur LS aussi qui a battu un record. Donc voilà pour Marie-Antoinette Katoto. Pour revenir sur le match, donc 35e minute, un coup franc qui permet donc à l'Islande de revenir et de sortir un petit peu la tête de l'eau avant la fin de la première mi-temps.
Euh, voilà, l'Islande, encore une fois, qui procède en compte et qui utilise les phases de coups de pied arrêtés pour exister. C'est comme ça que procèdent les équipes nordiques et c'est ce qui s'est passé dans ce match. Donc voilà, un coup franc. Moi, je trouve que le mur. Alors, il y avait un mur et puis il y avait Selma Bacha qui était légèrement sur le côté. Euh, Peut-être qu'il aurait fallu que Selma Bacha soit intègre aussi le mur pour avoir vraiment un mur compact qui permette au ballon de ne pas être dévié et d'aller dans le but. Et j'ai trouvé aussi quand même que l'intervention de PPM, donc de Pauline Perromagnin, laissait à désirer. Sur la deuxième mi-temps, donc on reprend les mêmes et on recommence, notamment du côté de Laurent Bonadei, parce qu'il y a eu énormément de changements de la part de l'entraîneur islandais, mais c'est vrai que les joueuses ont été éprouvées hein, par une équipe de France qui avait la main mise sur le ballon, qui faisait tourner, qui a réussi à être patiente, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Parce que voilà, il faut aussi faire preuve de patience face à un bloc compact, faire tourner le ballon un peu à la façon des équipes de handball qui font tourner jusqu'à qu'une brèche se crée, qu'on puisse s'y engouffrer et pourquoi pas porter le danger dans la surface. Donc ça a été très bien fait par l'équipe de France. Et donc à la 65e minute, on aggrave le score. Donc là aussi, une belle action. Sandy Baltimore qui se sert de l'appel de Sakina Karchaoui pour crucifier donc la gardienne islandaise. Un très beau but de Sandy Baltimore qui récompense un peu ces 2 matchs qu'elle a fait en Ligue des Nations. Malheureusement, et dans ce match, on voit un peu euh, la, la- la- la physionomie de cette équipe de France au travers des générations, au travers de ces matchs, au travers des épreuves, des tournois majeurs. C'est vrai que c'est une équipe qui montre un beau visage, mais qui peut défaillir le moment d'après. Donc, qui peut être extraordinaire, marquer 2, 3 buts. On l'a vu au JO notamment, contre la Colombie, je m'en souviens notamment. Et puis après, de façon inexplicable, se prendre des buts, ne plus savoir comment jouer. Alors, ça n'a pas été le cas sur ce match, mais sur certaines phases, on a vraiment été très 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 fébrile. Donc sur un coup franc, encore une fois, sur un coup franc, sur une phase de jeu arrêté, sur un corner, excusez-moi. Donc le deuxième but est arrivé de façon inexplicable, où vous avez des joueuses islandaises qui sont totalement seules et qui peuvent gêner donc la gardienne française sans qu'elle ait des gardes du corps qui fassent le tampon entre les joueuses islandaises et donc la gardienne. Moi, j'en veux beaucoup à Wendy Renard parce que Wendy Renard, elle doit choper tous les ballons en phase de jeu arrêté avec sa taille. Elle est beaucoup plus grande que toutes les joueuses réunies. Elle doit faire office de tour de contrôle et voilà, de prendre tous les ballons de la tête donc sur les phases de jeu arrêtées. Et là, je ne sais pas où elle était aux fraises, et donc ça a permis aux Islandaises donc, de marquer, de gêner Pauline Perromagnin et de marquer voilà, sur une tête et de revenir encore une fois donc dans ce match où la France avait quand même le contrôle. Donc ça c'est un peu dommage. Ce qu'on peut dire aussi pour terminer, c'est que alors j'avais aussi des stats sur la défense. Oui, voilà. J'ai trouvé ça sur le site sur le compte de Daniel Marquez. Donc, allez-y hein, sur le compte X donc de Daniel Marquez, que la France a encaissé 15 buts lors de ses 10 derniers matchs. Donc, il y a quand même de la fébrilité défensive. Autant je trouve que Gridjembok, quand elle est là et qu'elle est en forme, c'est vraiment la sécurité sociale. Autant je trouve que quand elle est plus là, la France est vraiment fébrile défensivement. 15 buts lors de ses 10 derniers matchs en compétition officielle. Donc ça, c'est quand même à voir. Je pense que Laurent Bonadei en a conscience. Et contre l'Islande, contre notre adversaire
spécifique. Elle n'avait encaissé 2 buts face à l'Islande qu'à une occasion avant ce soir. C'était il y a 30 ans en arrière, donc en 95. Donc vous vous rendez compte? Donc là, c'est vrai que la défense s'est fait perforer comme elle s'était fait perforer contre l'Espagne. Donc vraiment, il faut qu'on ait des certitudes aussi au niveau défensif. C'est un chantier important pour Laurent Bonadei, pour l'équipe de France. Pour finir donc sur ce match, ce que je peux dire, c'est que donc ELS est rentré à la 78e minute. En rentrant sur le terrain, elle bat le record donc, de Sandrine Soubeyran au niveau des caps en équipe de France. Donc ELS, c'est 199 sélections en équipe de France, donc elle va aller aux 200, bien évidemment. Et il y a eu des applaudissements nourris de la part du public, qui était bien au courant donc, de cette stat, et qui a aussi été célébré après le match par ses coéquipières. Donc bravo à ELS, c'est un exemple pour beaucoup de filles dans le monde, hein, pas qu'en France. Bravo à elle encore une fois. Ce qu'on peut dire dans le dernier quart d'heure, moi j'ai souligné ça, c'est que l'Islande donc a commencé à presser parce qu'elle a vu qu'elle avait la possibilité quand même d'aller chercher le match nul. Donc elle a pressé beaucoup plus haut. Donc ça a créé, comme contre la Norvège, ça a créé quand même des troubles au niveau de la mainmise de l'équipe de France qui avait eu beaucoup plus de mal donc à ressortir le ballon. Et les Françaises n'ont pas su modifier leur façon de jouer, ont insisté sur le fait de repartir de derrière, alors qu'elles auraient dû balancer les ballons, pas n'importe comment, mais dans le dos des défenses, où là encore une fois, il y avait des possibilités avec nos attaquantes qui sont très rapides, il y avait des possibilités concrètes, et on n'a pas su le faire, on n'a pas joué dans le dos. On l'a fait une fois, et ça aurait dû normalement marcher, sauf que l'arbitre de touche a vu un hors-jeu qui était totalement imaginaire de Sakina Karchaoui. Mais on aurait dû faire ça à plusieurs reprises et on ne l'a pas fait. Et ça aussi, c'est une chose qu'on doit travailler. C'est pour ça que j'en parlais. Le jeu collectif des Bleus doit s'étoffer. Le QI football de cette équipe doit augmenter et pour que les joueuses d'elles-mêmes sur le terrain prennent la décision collective de jouer différemment et voilà, on fait face à un pressing important de l'adversaire, on doit pouvoir jouer différemment, balancer les ballons parce qu'on a des joueuses rapides qui peuvent leur permettre d'être mises sur orbite et de faire tout aussi mal aux adversaires. Donc il faut pouvoir savoir faire ça. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le déroulé du match.